Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Nous restons cette semaine à la COP15, ce sommet sur la biodiversité mondiale qui se déroule à Montréal jusqu'au 19 décembre prochain. La destruction de la nature prend de nombreuses formes, déforestation, dégradation des terres et des écosystèmes, des menaces sur les espèces comme le caribou forestier. C'est d'ailleurs l'emblème de la perte de cette biodiversité au Québec, un peu comme le canari de la mine ou le canari de la forêt qui signale le danger. Les populations de caribous forestiers de Charlevoix et de la Gaspésie pourraient disparaître en partie en raison du déploiement, de l'appétit, dirais-je, de l'industrie forestière québécoise. Que devrions-nous faire au Québec pour préserver cette biodiversité? Nous en parlons tout de suite. Restez là. Je vote pour la science. Nous revenons cette semaine sur la COP15, le sommet sur la biodiversité mondiale qui se déroule à Montréal, et nous allons voir avec nos invités comment nous pouvons la préserver et la restaurer sur notre propre territoire, le Québec. Je suis en compagnie de Pierre-Olivier Boudreau, qui est directeur de la conservation et responsable du projet de la protection de la rivière MACPI pour la SNAP Québec. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Martin-Hugues Saint-Laurent, qui est professeur titulaire en écologie animale au groupe de recherche Boréas à l'Université du Québec à Rimouski et qui est aussi spécialiste du caribou. Bonjour à vous. Bonjour. Donc, nous sommes presque à la moitié de ce grand sommet consacré à la biodiversité à Montréal. Nous allons explorer les enjeux qui touchent plus particulièrement notre territoire québécois. Tout d'abord, pour commencer, quelle est la pertinence d'une telle conférence pour le Québec? Peut-être Monsieur Boudreau. Oui, dans les conférences, les COP sur la biodiversité, c'est les occasions, un petit peu comme les COP pour le climat, de décider des grandes orientations, des cadres, des engagements des différentes nations qui sont membres de la Convention sur la diversité biologique, dont le Canada. Donc, il y a 10 ans, en fait, on a eu la même une COP à Aichi au Japon où il y a des objectifs qui ont été décidés, notamment l'objectif d'atteindre 17% d'air protégé d'ici 2020. Et puis, là, on est à un autre rendez-vous, finalement, où on va décider le cadre mondial pour la biodiversité pour les 10 prochaines années. Donc, c'est essentiellement ce qui se passe lors de ces COP-là. Ce qui est intéressant cette année, c'est qu'on a une grosse participation de la société civile. C'est quelque chose qui n'a jamais été vu dans des COP sur la biodiversité. Puis c'est, en fait, en termes de nombre de personnes aussi, là, c'est une des plus grosses. Là. On attend, je pense qu'on est à une présence autour de 20 000 personnes. Là. Oui, mais surtout pour une COP qui s'est décidée un petit peu au dernier moment à cause de la pandémie. Elle était supposée avoir lieu en Chine, en effet. Puis finalement, c'est à 4 mois de préavis, le Canada a accepté de l'organiser. Là. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de chefs d'État à part les nôtres, on va dire aussi. Là. Non, en effet, mais c'est commun dans les COP. En fait, c'est la norme. Malheureusement, les chefs d'État ne sont pas présents. C'est surtout les ministres responsables de l'environnement qui sont là pour prendre les décisions au nom des États. C'est un petit peu dommage, hein, souvent c'est ça qui arrive, la question de la biodiversité qui est une des grandes crises de notre époque est souvent éclipsée par la question des changements climatiques, mais là on l'a vu là, cette semaine, là, l'attention sur la biodiversité est vraiment là, puis on parle de biodiversité comme on n'en a jamais parlé à mon avis au Québec. Oui, surtout au Québec et à Montréal, j'allais dire. Professeur Saint-Laurent, est-ce que vous trouvez aussi qu'une telle conférence pour la biodiversité, c'est pertinent que ça se passe ici? C'est sûr que d'avoir cet événement-là qui se tient au Canada, au Québec, c'est important pour, je dirais, stimuler le leadership de nos élus. On sort de quelques décennies où est-ce que la protection de la nature a été mise à mal par des impératifs économiques. Et là, maintenant que ces élus-là, qu'ils soient chefs d'État ou qu'ils soient ministres de l'Environnement ou de la faune ou des ressources naturelles, ils sont mis de l'avant, ils sont pris à partie dans différentes, je dirais, activités publiques et il y a un peu la pression de l'autre d'arriver à faire bonne figure puis à annoncer peut-être des engagements un peu plus ambitieux que ce qu'on aurait eu si, par exemple, on avait seulement dépêché un membre de notre équipe dans un autre pays. Tout à fait. Est-ce qu'on peut d'abord s'attarder un petit peu sur les enjeux québécois concernant la biodiversité, M. Boudreau? Je pense notamment peut-être à la perte d'habitat. Ça
qui crée des pertes de biodiversité et plus particulièrement à l'enjeu de la préservation de nos milieux humides. Étonnamment, c'est un des gros enjeux. Oui, ben c'est bien connu. La perte d'habitat, là, c'est la principale cause d'extinction des espèces. Là. C'est peut-être pour les auditeurs rappeler que à l'échelle mondiale, il y a 1 million d'espèces qui seraient menacées. Une espèce animale et végétale, ça représente à peu près 25% des animaux et des plantes. C'est déjà catastrophique en soi. On est dans un taux d'extinction qui serait 10 000 fois plus élevé que le taux historique, naturel, si on peut dire. Donc, on a vraiment une crise de la biodiversité à l'échelle mondiale. Au Québec, il y a des gros enjeux. On a une 60aine d'espèces animales qui sont désignées menacées ou vulnérables, une 80aine d'espèces floristiques, donc de plantes qui ont le même statut. On peut en citer quelques-unes ou quelques-uns? Ben oui, écoutez, nécessairement le caribou forestier là, qui fait les manchettes ces temps-ci est une espèce qui est désignée vulnérable au Québec, menacée à l'échelle du Canada. On a toutes sortes d'espèces d'oiseaux. On peut penser à la rainette, oui, faugrillon. Ouais. Là, on est plus dans les amphibiens, mais oui, il y a la rainette faugrillon, le chevalier cuivré, il y a des espèces d'oiseaux comme le garrot d'Islande, des espèces de parulines, des espèces boréales beaucoup aussi qui sont menacées, plusieurs espèces de tortues, de chauves-souris qui sont menacées, puis toutes sortes d'espèces floristiques aussi. Donc, tu sais, on a ça. Puis on a les enjeux aussi au niveau du territoire, donc tu sais la foresterie, donc l'impact de l'empreinte humaine finalement sur le territoire qui est excessive, comme le démontre le dossier du caribou. Oui. Donc professeur Saint-Laurent, pour vous, les enjeux québécois concernant la biodiversité, peut-être en forêt boréale? On a une opposition depuis plusieurs décennies là entre les impératifs de développement socio-économique qui sont souvent attachés à des activités d'extraction qui ont fragmenté, altéré, généré la perte de superficie de forêts de première venue, de forêts matures ou de forêts naturellement dynamisées par des perturbations comme le feu ou les épidémies d'insectes. Mm-hmm. Et se cache dans ce réservoir d'habitat-là une multitude d'espèces. Et c'est ces espèces-là qui, souvent, vont décliner. Le caribou en est un bel exemple. Mais derrière le caribou se cachent énormément d'autres espèces. Donc, quand moi, je regarde cet enjeu-là, qui est très, je voudrais dire, très québécois, mais en même temps qui est national puis qui est international, l'enjeu de la préservation de forêts matures, plutôt que d'une conversion puis d'une uniformisation de ces forêts-là en jeunes peuplements puis en paysages anthropisés, ben j'y vois, oui, des espèces peut-être, je vais utiliser le mot charismatique là, mais parce qu'elles bénéficient d'une couverture de presse qui est importante, mais je vois aussi plusieurs espèces qui, contrairement au caribou, font pas les manchettes et qui ont des rôles importants à jouer, qui sont attachés à des vieilles forêts. On peut penser à des proies très importantes comme le campagnol à dos roux de Gapeur qui supporte les migrations de plusieurs rapaces dans l'hémisphère nord. On peut penser à des fonctions écologiques aussi qui sont jouées par les vieilles forêts de captation de carbone, de régulation du climat, de filtration de l'eau, de filtration de l'air. Donc, plusieurs fonctions, plusieurs espèces qui bénéficient de la protection des vieilles forêts et qui donc entrent en conflit depuis plusieurs décennies avec les impératifs un peu plus de courte durée, de courte venue, de maintien d'une activité économique avec peut-être pas suffisamment d'imagination sur la diversification. Donc, ça nous a donné un recul vers le nord spectaculaire. Si on pense seulement au caribou, ben on a 620 kilomètres de recul vers le nord, de la limite sud de l'aire de répartition du caribou forestier depuis 1850. Il y a à peu près un peu plus de 100 kilomètres de ce 620 kilomètres-là qui est dû au changement climatique. Les 500 autres kilomètres sont étroitement attachés au mode d'occupation des terres. Ça nous dit qu'il y a près de 80% en fait du recul de l'aire de répartition d'une espèce qui a été juste attaché à l'altération des forêts. Donc, la COP 15, c'est un bel événement pour se partager des résultats, pour se partager des enjeux et j'espère aussi des solutions pour infléchir ce cours-là, puisque, comme l'a dit le ministre Guilbeault récemment, on fait partie de cette biodiversité-là et essentiellement, ben, c'est la capacité à maintenir la vie sur Terre. Pas juste la vie d'une espèce qui nous intéresse pas, mais la simple vie sur Terre qui est discutée cette semaine à Montréal. Oui, et on a eu déjà des annonces, je pense au plan nature, des millions pour la nature. Qu'attendons-nous des gouvernements en matière justement de biodiversité pour nos forêts puis nos autres habitats, Monsieur Boudreau? Oui, ben mardi dernier, il y a eu l'annonce du plan nature par le premier ministre du Québec. Là, on parle d'investissement de 650 millions
Pour la protection de nos milieux naturels, c'est une bonne chose. C'est sûr que c'est une bonne chose. C'est un investissement qui est historique en conservation au Québec. Puis il y a toute la question des engagements qui sont pris lors des COP. Mais ce qu'on espère surtout lors de ces COP-là, c'est d'avoir, surtout en étant hôte, c'est d'avoir des annonces concrètes, d'avoir des vraies solutions, parce qu'il y en a sur la table. Au Québec, on peut se flatter qu'on a atteint ou presque là, la cible de 17% d'air protégé en 2020. Par contre, ça a été beaucoup des territoires dans le nord qui ont été protégés. Donc, il y a une carence au sud. Et puis, dans le sud, il y a plein de projets qui sont sur la table en ce moment. Je peux penser au projet de la rivière Magpie, par exemple, qui est sur la Côte-Nord, une rivière de renommée internationale, où il y a un consensus régional pour la protection de ce joyau naturel-là. Je peux penser à plusieurs aires protégées qui ont été proposé pour le caribou forestier aussi, dont notamment le secteur du Pipmoagan qui est mis de l'avant par la Première Nation de Pessamit. Donc, tu sais, c'est des solutions comme ça qui sont sur la table, qui peuvent être annoncées, qui sont prêtes à être annoncées. Le projet Pipmoagan a été déposé en décembre 2020. Le projet Magpie est sur la table depuis 2015. Donc, c'est vraiment des immenses délais, là. Comme disait M. Saint-Laurent, je pense que des fois, il y a un manque de volonté politique, puis il y a un heurt avec effectivement des impératifs économiques. Mais à un moment donné, dans ces conférences-là, il faut rayonner, il faut montrer du leadership. Puis pour ça, la meilleure manière de le présenter, c'est de poser des gestes concrets. T'sais. Oui, tout à fait. Les Premières Nations des Sipit et de Pessamit, justement, réclament la restauration de l'habitat du caribou avec un engagement à long terme du gouvernement du Québec. Une des solutions serait de créer une aire protégée dans le secteur du réservoir Picmoacan. Pourtant, Québec continue à autoriser des coupes forestières sur leur territoire. Professeur Saint-Laurent, il y aurait actuellement une campagne de désinformation sur le caribou. Expliquez-nous. Il y a, vous savez, une stratégie qu'on appelle le dénialisme, voire parfois la désinformation organisée qui existe dans certains secteurs d'activité. Pour un peu ralentir le tempo dans la prise de décision ou entretenir le doute. Il y avait un excellent article sur ça récemment dans Québec Science, un magazine de vulgarisation scientifique au Québec, qui montrait que c'est une stratégie qui a été utilisée beaucoup. On peut penser à certaines pétrolières qui ont utilisé ça au fur et à mesure que leurs propres chercheurs comprenaient un peu l'impact des activités d'extraction et de consommation du pétrole sur le climat mondial. On peut penser aux cigarettiers qui ont utilisé ça aussi beaucoup pour essayer de ralentir les contraintes à la vente des produits du tabac. Il y a 5-6 ans peut-être, il y a un chercheur d'une université en Ontario qui a écrit un super article sur ça pour montrer à quel point plusieurs industriels, voire même parfois des regroupements d'élus, entretenaient un doute ou un flou quant à la science du caribou pour espérer ralentir cette notion-là de prise de décision concertée. On l'a vu avec des organismes récemment comme Alliance Forêt Boréale ou même certaines alliances de produits forestiers à l'échelle canadienne qui ont entretenu des sites web, des campagnes d'information ou plutôt de désinformation pour faire douter de certains constats. Que le caribou forestier... écoutez, on a mis en doute que le caribou forestier, ce qu'on appelle les populations boréales du caribou des bois au Québec, est une espèce en déclin, que le déclin causé par la coupe, on entretenait le fait que c'est l'effet des changements climatiques uniquement, alors qu'on avait des évidences scientifiques qui disaient que c'était pas le cas. Plus localement, il y a des entreprises que je ne nommerai pas qui utilisaient plusieurs plateformes régionales dans les médias pour dire que c'est pas vrai que le caribou décline. Récemment, certaines de ces entreprises-là ont rentré dans le rang puisque la force du consensus est beaucoup trop grande. Mais on a eu encore récemment dans la commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards du gouvernement du Québec des témoignages où est-ce que on remettait en doute, est-ce qu'on a assez de données? Est-ce qu'on devrait pas faire plus de recherches avant de prendre des décisions? Écoutez, en tant que chercheur, je vais vous dire une chose, on est toujours intéressé à apprendre plus de choses. Mon métier, c'est d'être curieux puis d'essayer de trouver des réponses de plus en plus poussées. Est-ce qu'on en sait suffisamment? Ça, c'est une autre question. Puis le caribou est une des espèces, le caribou qui vit en forêt, ce qu'on appelle au Québec le caribou forestier, c'est une des espèces les plus étudiées au Canada, parmi les espèces de cervidés. C'est une des espèces pour lesquelles on en connaît le plus, tant sur les causes de déclin que sur les stratégies, les solutions pour renverser ce déclin-là. Et il y a plus de 380 articles scientifiques qui ont été publiés au cours des 30 dernières années sur le caribou, son habitat, ses compétiteurs, ses prédateurs. Donc,
la somme d'évidence est vraiment importante. Le consensus scientifique, il est majeur. On a tenu des grandes messes à tous les 2 ans qu'on appelle l'atelier nord-américain de recherche sur le caribou. Le dernier a été organisé au Québec. On était 550 personnes à parler de caribou. Bref, l'information, elle est là. Entretenir le doute sur ça, malheureusement, ça donne une impression de mauvaise foi. Bien sûr, on peut pas prétendre que tout et chacun est familier avec la littérature scientifique, mais reste que plusieurs campagnes d'information, plusieurs documents de consultation vulgarisés en français pour documenter puis transférer ce constat-là, et de voir qu'on utilise encore ces vieilles stratégies-là dignes de l'époque des cigarettiers ou des pétrolières. Pour un chercheur, c'est frustrant. Oui, c'est frustrant parce que ça donne l'impression qu'on valorise pas le travail qui est fait, puis surtout qu'on veut pas savoir. Oui. Monsieur Boudreau, vous êtes responsable du projet de la protection de la rivière Magpie pour la SNAP Québec. Cette rivière a été reconnue comme une entité juridique. C'est la première fois au Canada. Racontez-nous. Oui, mais en fait, on a commencé à travailler avec un groupe citoyen régional en 2008-2009, dans le temps où le projet de la Romaine a été annoncé. Ça a vraiment sonné une cloche parce que la rivière Magpie, c'est une rivière, c'est la rivière jumelle de la rivière Romaine, finalement. C'est une rivière de renommée internationale pour les sports en eau vive. Fait que pour faire une histoire courte, on a démarré une campagne pour protéger cette rivière-là. On a fait toutes sortes d'actions en l'espace de presque 15 ans. Et puis, c'est ça, on a fait une alliance avec, entre autres, avec les Premières Nations, avec les municipalités. Et puis, on s'est rendu compte très rapidement que dans le cas de cette rivière-là, qui dit eau vive rapide, dit aussi potentiel hydroélectrique. On s'est rendu compte qu'Hydro-Québec n'était pas intéressé à ce que cette rivière-là devienne une aire protégée. Et puis, on a eu des preuves même écrites qui causaient carrément de l'obstruction pour que ce projet-là aille de l'avant. Donc, à un moment donné, on s'est dit, ça fait des années qu'on travaille à créer une aire protégée qui viendrait du gouvernement, qui viendrait du haut. Pourquoi est-ce qu'on prendrait pas les choses en main, nous, je veux dire, nous, l'Alliance, c'est les Premières Nations, les groupes environnementaux, les municipalités, les groupes citoyens. Puis, c'était autour de 2017-2018, le mouvement des droits de la nature mondial commençait à prendre de l'ampleur. On avait le fleuve Wanganui en Nouvelle-Zélande qui avait été déclaré sujet de droit, le fleuve Atrato en Colombie par la Cour suprême. Donc, il y a cette espèce de changement de paradigme-là en conservation qui est en train de se passer. On a étudié les différentes possibilités au Québec, puis le cas de la Magpie est ressorti comme étant le cas parfait, parce qu'il y a un lien bioculturel entre la rivière et les Premières Nations, puis les habitants de la Mingani. C'est une rivière de renommée internationale, comme je le disais, puis à travers les années, on avait réussi à construire ce consensus-là pour protéger la rivière au niveau régional, puis je dis même supra-régional. En fait, tu sais, le seul obstacle dans la protection de la rivière Magpie, encore et toujours, ça reste Hydro-Québec. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de cheminer vers ça, puis ça a pris 2-3 ans pour mener à terme ce processus-là de désigner la rivière comme sujet de droit. Donc, maintenant, la rivière Magpie, elle a 9 droits qui ont été votés par voie de résolution. C'est des résolutions de 15 pages truffées de références légales. Ça n'a pas été écrit sur le coin d'une table, ça a été écrit avec des avocats. Donc c'est un outil finalement pour résumer qui vient du bas vers le haut, puis qui promeut finalement le leadership des communautés locales qui vivent sur le territoire puis qui veulent protéger cette rivière-là. Oui. Monsieur professeur Saint-Laurent, le gouvernement du Québec a lancé un projet de réseau de suivi de la biodiversité du Québec doté de 75 indicateurs mesurant la biodiversité de différents milieux, donc humides, terrestres, aquatiques, et même à l'échelle du territoire pour les aires protégées ou les menaces en lien avec les activités humaines. Quelle serait la meilleure stratégie peut-être pour le caribou? Est-ce que le caribou pourrait utiliser ce suivi-là parce que c'est ça, pour essayer de faire avancer sa cause à défaut d'être comme la rivière Magpie protégée ou une entité juridique? C'est une bonne question. Le caribou bénéficie déjà d'un filet de sécurité très important sur le plan légal et sur le plan de l'acquisition des données. Faut voir qu'il y a quelques années, le gouvernement fédéral a mis de l'avant certaines pressions vers les provinces et les territoires dans la foulée de l'application de la loi sur les espèces en péril qui offre au gouvernement fédéral un droit de regard sur ce qui se passe dans la cour des provinces et des territoires dans l'application de mesures pour protéger l'habitat essentiel d'espèces désignées. Le caribou est une espèce désignée. Il est identifié comme étant menacé à l'échelle fédérale. Au Québec, on le considère vulnérable. C'est des statuts équivalents, juste des mots différents. Certaines populations, comme le caribou de la Gaspésie au Québec, sont considérées menacées, qui est le statut le plus élevé. Puis son écho au fédéral, c'est une espèce en voie de disparition. Donc, on voit qu'il y a un support légal dans les deux lois. La loi
québécoise sur les espèces menacées et vulnérables, la loi fédérale sur les espèces en péril. Donc, il y a quelques années, le gouvernement du Canada s'est prévalu dans les discussions d'annoncer qu'il pouvait potentiellement avoir recours à certains décrets, comme il l'a fait pour la rainette faugrillon jadis, pour dire il va falloir empêcher certaines altérations de l'habitat essentiel d'une espèce menacée, et le caribou en est une. Donc, dans cette foulée-là, il y a eu tout un renouveau, une action assez orientée de la part du gouvernement du Québec de continuer, voire d'améliorer les programmes de suivi des populations de caribou. Donc, le caribou, dans un programme de suivi de la biodiversité, bénéficierait pas tant que ça des nouveaux investissements annoncés, à mon avis, puisqu'il fait déjà l'objet depuis longtemps de suivi de la part d'universitaires, de suivi de la part d'équipes mixtes dans lesquelles des universitaires collaborent avec les chercheurs du gouvernement provincial. Donc, on a l'info. Dans le cas du caribou, là, c'est pas comme pour certaines espèces, peut-être moins étudiées, peut-être moins sous l'éclairage médiatique. Dans le cas du caribou, on connaît l'état des populations. Le gouvernement du Québec a d'ailleurs publié l'année dernière un imposant document de 280 pages qui fait état de toutes les menaces connues, de toutes les relations qu'il y a entre les perturbations de l'habitat et le déclin du caribou, en plus de faire l'état des populations de caribou au Québec. Moi, je salue l'initiative de structurer un réseau de suivi de la biodiversité à l'échelle du Québec pour s'intéresser à toute une multitude d'espèces qui ont été peu ou moins étudiées dans les dernières années. Est-ce que ça va avoir un effet sur le caribou? Je suis pas certain que c'est l'endroit où on doit faire le plus d'efforts présentement, puisque ces efforts-là sont déjà faits dans la foulée du bras de fer que pose le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, et dans la foulée de tout ce qui a été fait par les équipes de recherche, qu'elles soient universitaires ou gouvernementales au cours des dernières années. Donc, le caribou, on sait comment il va, on sait comment chaque population va, c'est écrit par le gouvernement du Québec lui-même, et on sait quoi faire. Maintenant, on est depuis plusieurs années dans l'attente de la prise de position et de l'action forte. On sort d'un premier gouvernement caquiste où le ministre était à la fois responsable des forêts et de la faune et des parcs, bien sûr, et il était peut-être moins sensible à cette réalité-là. Sous le nouveau gouvernement, le nouveau gouvernement caquiste, on a séparé ces responsabilités-là. La faune et les parcs sont allés vers l'environnement, le ministre de l'Environnement, le ministre Charette, alors que les forêts sont allées avec les ressources naturelles dans un ministère plus socio-économique dirigé par la ministre Maïté Blanchette-Vézina. Donc, depuis ça, je vous dirais qu'il y a une bouffée d'air frais, là. On voit qu'il y a une écoute différente. On espère que ça va générer des résultats différents. Mais en changeant d'interlocuteur, une chose est sûre, on sent que les astres sont peut-être alignés pour que ça change. Puis la COP vient ajouter un petit peu de pression sur les épaules du gouvernement québécois de prendre des actions fortes pour impressionner à la fois le fédéral, mais les autres juridictions aussi. Et on va le souhaiter, M. Boudreau. Oui, je trouve ça intéressant qu'on parle de la législation des espèces menacées puis des différences entre la loi sur les espèces en péril qui est au fédéral puis la loi sur les espèces menacées et vulnérables au Québec, notamment dans le cadre de la COP 15 où on parlait tout à l'heure d'actions concrètes qui peuvent être posées. Professeur Saint-Laurent disait, la loi fédérale, en fait, elle a du mordant, elle a des dents, contrairement à la loi québécoise qui est beaucoup dans offrir les possibilités aux ministres, faire des plans de rétablissement, mais qui est pas nécessairement assez contraignante. Donc, on n'a pas d'outils finalement législatifs au Québec pour s'assurer que le filet de sécurité de la loi fédérale ne vienne pas s'appliquer. Donc, nous, à la SNAP, c'est une des demandes qu'on fait dans le cadre de la COP 15. C'est quelque chose de très concret qui peut être fait, de modifier cette loi-là, de mettre à jour la loi sur les espèces menacées et vulnérables et ses règlements, notamment le règlement sur les habitats fauniques. On parlait de la rainette faugrillon tout à l'heure. On peut pas intervenir avec le règlement sur les habitats fauniques en milieu privé, là où se trouvent les populations de rainette faugrillon qui restent au Québec. Donc, c'est juste aberrant. Il faut absolument que ce règlement-là soit mis à jour si on veut intervenir pour ces espèces-là qui sont menacées. Oui. Pour finir, rappelons que la première rencontre de la COP 15 en octobre 2021 avait adopté 17 objectifs de la déclaration de Kunming, dont la protection de 30% des terres et des mers d'ici 2030. Selon vous, nous serions capables de viser les 30% d'aires protégées d'ici 2030, M. Boudreau? Totalement. Puis à la SNAP, on a mis de l'avant un principe on a appelé ça l'escalier de la conservation. Contrairement à ce qui a été fait en 2020, finalement, on veut pas arriver
passer de 10 à 17 % d'aires protégées au mois de décembre 2020. C'est pas ça l'objectif. On veut y aller par étapes. On veut des annonces dès maintenant. Puis là, bon, pour l'instant, il y a un bon roulement. On annonce des aires protégées régulièrement au gouvernement. On est très content de ça. Il y en a qui ont été annoncés la semaine dernière, le Mont Caïcop notamment. Oui. Donc, l'escalier de la conservation, l'idée, c'est d'avoir des grands champs, comment je dirais ça, des grands chantiers de travail. Donc, la question des espèces menacées, c'est sûr que des espèces comme le caribou, bon, ben, on peut créer des grandes aires protégées pour le caribou. Mais au-delà de ça, il y a tous les projets qui sont menés par les communautés autochtones. Il y en a beaucoup au Québec. Donc, le gouvernement, le premier ministre a annoncé qu'il allait avoir un soutien pour ça la semaine dernière. On est content de ça. La question aussi des solutions nature pour le climat. Donc, de protéger des espaces qui sont des puits de carbone qui vont venir aider à mitiger l'impact des changements climatiques. Donc, c'est ça, finalement, l'escalier de la conservation. Puis, finalement, il y a des espaces de proximité aussi. Parce que les humains, on l'a vu pendant la pandémie, on a besoin des milieux naturels. On a besoin de milieux naturels de proximité. Donc, tous ces grands chantiers-là sont des occasions pour atteindre la cible de 30 %. Puis nous, on pense que c'est réaliste autant au niveau marin que terrestre. Je crois que c'est une belle occasion de recadrer la vision initiale de ce qu'est le développement durable, à savoir, on vit dans une planète, sur une planète qui est unique, et à l'intérieur de ce que la planète peut nous donner, il faut que les sociétés puissent être épanouies. Et dans le respect de l'épanouissement des communautés, on verra si on peut créer, puis jusqu'à quel point on peut créer de la richesse. Donc, c'est pas un compromis entre un pôle environnemental, sociétal et économique. C'est bien 3 cercles concentriques en tout respect de ce que la planète peut nous donner. Il y a plusieurs chercheurs qui nous montrent à quel point le mode d'utilisation des ressources à l'intérieur des dernières décennies a mis à mal notre capacité à maintenir la vie sur Terre. La COP en est un bel exemple, qu'on soit tenu d'avoir ces rencontres-là. Donc, moi, j'ai l'impression que de conserver les éléments de naturalité qu'il nous reste en guise de garantie, c'est une bonne idée. Puis après ça, on va basculer dans des décennies de réparation. Donc, j'ai l'impression que s'ouvre depuis quelques années le vaste chantier de la restauration des habitats naturels, de la réparation des stigmates de l'activité humaine. Et c'est peut-être comme ça qu'on va réussir à s'assurer que l'emprunt qu'on a fait de la planète Terre au futur de nos enfants soit suffisamment bien remboursé pour que nos enfants, nos petits-enfants puissent continuer à bénéficier de la nature et d'un environnement en équilibre avec leurs besoins. Oui, merci beaucoup. C'est une belle conclusion. Donc, on était en compagnie de Martin Hugues Saint-Laurent, professeur titulaire en écologie animale et du groupe de recherche Boréas à l'Université du Québec à Rimouski, Lucar, et de Pierre-Olivier Boudreau, directeur de la conservation et responsable du projet de la protection de la rivière Magpie pour la SNAP Québec. Bon, merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche cette semaine, Fanny Robart-Cher. À la réalisation au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Écoutez nos rediffusions de l'émission et également sur le site de l'agence Science Presse. L'émission aussi a une page, visitez-la. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager. Je vais vous souhaiter un beau temps des fêtes. Portez-vous bien, on se retrouve en janvier. Jing Jiahua est un chercheur typique.